Macha est belle, Macha est brillante, d'une alacrité réjouissante, et il n'est pas difficile d'imaginer l'amour et le désir que les hommes ou les femmes ont ressenti sur son passage. En plus de la sympathie qu'elle inspire fatalement, c'est d'abord l'autorité qu'elle peut dégager, la fameuse main de fer dans un gant de velours. Je cherchais une femme mûre, dont la vie aurait eu la politesse de préserver la séduction. Cette femme, elle est sur le plateau. Le prénom, vous le connaissez. Le nom de famille, vous le connaissez aussi. Il s'agit bien sûr de Macha Merrill. Bonjour. Bonjour. Ces quelques lignes que j'ai citées ne sont pas de moi. Elles sont de Nicolas Bedos, qui est le fils de Guy Bedos, votre partenaire sur scène dans Le Voyage de Victor, une pièce qui se joue jusqu'à fin janvier au Théâtre de la Madeleine à Paris. Cela dit, ces mots sont assez... il nous parle d'une comédienne, il nous parle d'une femme aussi, ils sont très élogieux. Mais c'est même mieux que ça, c'est que dans la pièce elle-même, il a décrit le personnage qu'il m'a proposé exactement comme si c'était un portrait de moi. Voilà, alors c'est pour ça que c'est intéressant de parler de cette pièce en dehors de la pièce elle-même, parce que la femme qu'on voit sur scène, j'ai eu la chance de voir cette pièce, nous parle énormément de vous en tant que vrai personnage de la vraie vie. Il y a des vraies similitudes entre cette... C'est une femme forte, cette Marion que vous jouez sur scène, qui est au chevet d'un homme qui a eu un accident grave et qui est victime d'une amnésie, qui ne se souvient strictement de rien. Mais vous savez, les femmes sont formidables. Les femmes mènent le monde. Non, mais vous êtes convaincue, là, Macha Merrill. je pense que le courage d'un auteur est tout simplement de reconnaître ça et de donner la place à une femme qu'elle mérite. C'est-à-dire, je pense que toutes les femmes sont formidables. Alors, ce qu'il y a eu d'extravagant, c'est que les quelques femmes exceptionnelles dans les siècles précédents, comme ont pu être George Sand, Louise Michel ou même Colette, étaient des exceptions. Maintenant, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes sont capables de ce que fait cette femme que j'incarne dans Le Voyage de Victor. Parce que nous avons non seulement les capacités qui nous ont été niées pendant pas mal de siècles, mais en plus nous avons l'envie. Les femmes ont envie de vivre. Tu veux dire quoi, que les hommes n'ont pas envie ? Je pense que les hommes sont un peu fatigués. Les hommes ont trop fait, peut-être trop donné, ou peut-être ils ont trop cru que l'histoire leur appartenait. Et alors tout d'un coup, maintenant qu'on la leur enlève un peu, ils ont une sorte de pudeur, ou de je sais pas quoi, de nonchalance. Ils se retirent un peu des affaires. Voilà, ça c'est un peu le sentiment que j'ai. Alors je pense que quand on est auteur dramatique, et je pense à Nicolas Bedos, au fils de Guy, qui a écrit cette pièce, quand il a imaginé une femme auprès de son père, il fallait que ce soit une sorte de femme idéale, une femme qui n'est pas comme sa mère, mais qui est parce que sa mère est assez différente de moi, c'est-à-dire une femme totale, la femme qui comprend toutes les femmes. Et comme aujourd'hui, pour moi, c'est Noël, je vous dis d'ailleurs joyeux Noël. Joyeux Noël. Je précise que nous enregistrons cette émission le 7 janvier 2010. Et que c'est Noël russe. Voilà. Alors on dit Rождеством Христовым, et c'est donc la fête de la nativité. Donc c'est la fête de la femme par excellence pour moi, Noël. Et je pense que à l'intérieur du parcours de la femme, cette certitude, elle a toujours existé. C'est que c'est par nous que passe la vie, mais c'est par nous aussi que passe... tout ce qui est fécondité dans la vie, de manière générale. Tout ce qui se fabrique, tout ce qui se construit, tout ce qui s'invente. Et alors que pendant ce syndrome de la création a tellement fait souffrir les hommes qu'ils ont dû, Don Quichotte, Lagardère et compagnie, inventer d'être des chefs. Alors, de ce que vous dites, il y a beaucoup de choses très riches. J'ai envie de rebondir sur plein d'aspects, donc on va y aller méthodiquement. Juste, peut-être une petite aparté, parce que vous disiez, oui, les femmes ont envie, les femmes sont là, elles prennent leur vie en main,
elles ont l'énergie, l'intelligence aussi. Quand vous êtes entré, vous êtes un pilier des grosses têtes chez Philippe Bouvard. Oui, quand vous y êtes vrai. entré il y a 30 ans, on n'est pas venu vous chercher pour votre intelligence, votre sagacité, votre esprit de répartie. On est venu vous chercher. Vous étiez la ravissante jeune actrice. Parce que les grosses têtes, c'est le temple du machisme. Ah bah un petit peu quand même. Mais pour que ce machisme existe d'abord, mais aussi finisse par s'écrouler, c'est ce que nous avons réussi à faire, il faut bien des femmes. Des victimes, on cherchait des victimes au départ, d'abord, un agneau à immoler. Prouver que les femmes étaient idiotes, peu plus faibles intellectuellement, qu'elles n'avaient pas de culture, qu'elles étaient, comment dire, faciles à manier, etc. Et donc, il a pris quelques personnages qui étaient des ravissantes idiotes. Et au début, c'était un petit peu mon rôle. Et puis, de fil en aiguille, il s'est aperçu que tout de même, c'était pas si facile que ça, que finalement, moi aussi, j'avais attrapé leur système de dérision et que j'étais capable aussi de me foutre de leur gueule. Et que, en acceptant qu'on se moque de moi, finalement, j'étais beaucoup plus forte qu'eux et que c'était moi qui gagnais à la fin. Et c'est ce qui se passe depuis des années maintenant. Alors, vous savez, ça a beaucoup évolué, l'émission en 30 ans. Au début, il y avait énormément de roulements, de gens il invitait beaucoup de gens différents. Et puis maintenant, on est un petit groupe, on est une douzaine, toujours les mêmes. Et il a compris que c'est avec ceux-là qu'il fait son émission et que ça suffit. C'est une émission qui est assez à la fois légère et en même temps on apprend tout un tas de choses, parce que les questions sont quand même des questions culturelles à la base. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en 30 ans de radio avec Philippe Bouvard sur cette émission-là? Peut-être sur le plan de l'humour, par exemple. J'ai appris ça. J'ai appris ma force, ma propre force. C'est-à-dire que ça me donne une sorte de liberté pour toutes les choses de la vie. Pas seulement mon métier ou les émissions ou quoi que ce soit, mais aussi aborder les autres. J'ai l'impression que rien ne m'est interdit. Je ne suis pas... Pourtant, je suis plutôt une timide, imaginez-vous, dans la vie. Je suis une timide qui se lance, moi. Je suis une femme qui n'a pas... qui pense qu'il faut y aller. Parce que, et en plus, si j'ai choisi ce métier de s'exposer, de monter sur une scène, de parler, c'est qu'il y a en moi un désir de s'exprimer et d'être devant. Mais il n'empêche que je dois vaincre beaucoup de pudeur, d'éducation et de... On sent un tempérament de feu quand même, il y a quelque chose de très... Alors ça, c'est autre très chose. slave, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Slave ou pas, vous savez, je on suis aime russe, bien dire sûr. ça, nous les journalistes, on aime le tempérament slave. Que voulez-vous, vous êtes d'origine russe, alors forcément on a envie de... Oui, qu'est-ce que c'est le tempérament slave? Ce sont des femmes et des hommes qui sont pressés, qui ont des choses à dire et qui le disent un peu d'une façon forte. Et pas toujours de très bon goût, parce que moi, justement, ce que je reproche beaucoup aux Russes, et surtout aux Russes actuels, c'est que je trouve que ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas de culture. Et dans l'histoire de la Russie, je vais faire hurler quelques-uns de mes concitoyens. Allez-y. C'est que, au fond, la grandeur de la Russie, c'est l'Europe, c'est la culture européenne. C'est que les grands tsars comme Pierre le Grand, Catherine II et d'autres ont attiré à eux les grands architectes, les grands peintres, Diderot, Voltaire, et ils ont finalement copié la culture européenne. Mais à partir du moment où ils sont laissés, abandonnés, disons, à eux-mêmes, il y a une sorte de vulgarité qui remonte. Attendez, la musique russe, Macha, la musique russe. Alors, la musique russe... la littérature aussi. C'est pergolaise, c'est la musique italienne, c'est l'influence européenne. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas détacher le grand art russe de l'art européen. Et la littérature aussi. Absolument. Dostoïevski, sans Victor Hugo, Chateaubriand. Vous savez que la première œuvre de Dostoïevski, c'est une traduction d'Eugénie Grandet. D'accord. Il a traduit en russe Eugénie Grandet. Donc, voilà, ce qui est touchant chez les Russes, c'est ça, c'est cet appétit d'absorber ce que d'autres ont fait mieux qu'eux et de le reconnaître et d'en faire leur propre richesse.
À un moment dans la pièce Le Voyage de Victor, juste pour terminer sur les grosses têtes d'où nous étions partis, il y a une phrase qui doit être à peu près celle-là. Guy Bedos dit oh, et vous avez de l'humour en s'adressant à vous, à votre personnage Marion, c'est aussi un signe d'intelligence. L'humour est un signe d'intelligence? Ah oui, pour moi, absolument. C'est-à-dire, c'est l'idée de retourner le miroir, c'est-à-dire de regarder une chose de l'autre côté, et donc de voir, d'être capable de ne pas être dupe de la première impression et de ce qui est officiel. C'est ça l'humour. L'humour, c'est derrière, c'est ce qui est caché. Et donc, on finit par être même plus juste. L'humour, c'est ce qui rétablit la justice. C'est quelque chose qui remet en place les vraies valeurs. Et donc, moi, je pense que l'humour est une forme vivante de l'intelligence. Oui. Moi, le miroir, c'est un objet que j'associe beaucoup, alors plus qu'à l'humour, que j'associe beaucoup au théâtre, parce que je ne sais plus si c'est pas Schopenhauer qui avait dit ça, que ne pas aller au théâtre, c'est comme si on faisait sa toilette sans un miroir, quoi. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité au théâtre. Ah, mais vous savez, alors le théâtre, moi, pour ça, si vous me lancez là-dessus, je suis vraiment intarissable. Mais je vous lance là-dessus. Chemin faisant, au cours de ma carrière, vraiment, c'est le théâtre qui a gagné. Parce qu'il y a eu du cinéma, Macha Merrill, il y a eu de la télé, qu'il y en aura encore, et il y a eu du théâtre. C'est que le théâtre, c'est le lieu où les choses se passent. Dans tous les arts, celui qui, à mon avis, ne disparaîtra jamais, c'est la représentation de l'homme. C'est l'homme sur une scène. Vous savez que d'ailleurs, au départ, dans les grottes préhistoriques, les peintures rupestres, les premières choses qu'on représentait, c'était des hommes qui chantent et qui dansent. Il y avait la chasse et les hommes qui chantent et qui dansent. C'était la première manifestation de l'art. Parce que c'est indispensable. Nous avons besoin de nous représenter nous-mêmes. Et à quoi est-ce que nous servons, nous, les acteurs, sur une scène? Nous servons à absorber vos passions, à vous dire ce que vous ne vous dites même pas à vous-même, et quelquefois à même vous troubler, c'est-à-dire vous obliger à vous regarder, comme vous disiez, dans ce miroir qui est la vérité, qui n'est pas toujours très commode, pas très confortable. Alors, le lieu du théâtre a d'éternel, c'est que d'abord, ça sera toujours un lieu de communion, où on va tous ensemble, avec une certaine religiosité, dans le silence. Car où est-ce qu'on a le silence? Au stade, on braille, à la télévision, on braille. Dans la rue, tout le monde braille. Au cinéma, les gens parlent, mangent du pop-corn. Et les deux endroits où il y a encore du silence, c'est le concert et le théâtre, et où les gens acceptent l'idée du silence. Et quand ils toussent, ils sont malheureux parce qu'ils savent qu'ils brisent quelque chose. Et d'ailleurs, ils toussent malheureusement beaucoup. Mais surtout avec un hiver rude comme celui que nous avons en ce moment. Alors, cette chose que nous sommes là, la catharsis du théâtre, que nous venons avec des moyens très subtils, très inconscients, vous libérer du mal qui est en vous, ou en tout cas des passions qui sont en vous, ça c'est quand même quelque chose de formidable. C'est thérapeutique à vous entendre. C'est mieux que la sécurité sociale, oui, franchement. Et je le sens tous les soirs. Oui, mais c'est thérapeutique aussi pour les acteurs qui jouent. Bien sûr. C'est pas que nous, le public. Dans tous les sens. Voilà, d'accord. C'est-à-dire, c'est vrai pour le public. Et vous savez, ce qu'on dit, c'est que le dernier spectateur, le dernier personnage d'une pièce de théâtre, c'est le spectateur. C'est qu'il complète ce circuit. S'il n'y a pas le spectateur, évidemment, il n'y a pas non plus de théâtre. C'est cette action entre vous et nous qui vous disons et vous qui nous écoutez, qui fait qu'il y a je sais pas, comme une purification. Vous savez, quand on voit les dessins de comment l'air, dans la climatisation, comment l'air circule. Et bien voilà, l'air circule et finalement on se purifie les uns avec les autres. Alors, vous disiez qu'il y a le spectateur de théâtre est un peu le troisième ou dernier personnage. C'est un peu comme dans les livres. Il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs, parce qu'on a beau lire le même livre, on ne lit pas de la même manière. Vous écrivez différents types de littérature. Il y a eu des livres de cuisine, mais pas uniquement. Il y a des autobiographies, il y a du roman, et il y a du théâtre.
aussi. Ah, ça c'est nouveau, c'est que j'ai vraiment été... Je suis fascinée par l'écriture du théâtre, parce que c'est quelque chose de tout à fait autre, qui oblige à... Autant on peut dire dans un roman, autant on doit suggérer au théâtre. Vous savez ce que disait Tchekhov? Il disait « Dire, c'est détruire, suggérer, c'est construire ». Et ça, c'est le théâtre. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que ce soit le spectateur lui-même qui tire les conclusions, qui finisse les phrases, qui dise, qui aille au bout des pensées, et quelquefois même qui cherche une interprétation personnelle, mais pas l'auteur. L'auteur doit avoir cette extraordinaire transparence, cette modestie de laisser le spectateur prendre possession du texte. Alors moi j'aimerais bien qu'on lise un extrait de Ricochet, qui est volontiers. donc cette pièce que vous avez écrite. Quel est le propos de Ricochet? Mettez-nous un petit peu dans le contexte. C'est ma première pièce, et oui, je suis très fière parce qu'elle vient d'être publiée chez Actes Sud. Sud Papier. Alors, dis donc, c'est une très jolie collection en plus. Hein, oui. Et c'est ma toute première pièce. C'est très curieux parce que c'est une pièce que j'ai écrite un petit peu avant le voyage de Monsieur Victor, avant même que je sache que j'allais jouer le voyage de Monsieur Victor, et qui a quelque chose en commun, parce qu'il y a deux personnages, enfin il y a un homme et une femme. C'est l'histoire d'un auteur dramatique qui est un peu à la fin de sa vie, qui revoit son existence et qui a des apparitions. Et ces apparitions sont toujours sous le même visage, la même femme, mais en fait, c'est jamais la même. Et il s'interroge beaucoup, au fond, sur à quoi il a sacrifié sa vie. Et je pense qu'un auteur dramatique, justement... Alors, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, que je voulais vous lire, qui est la deuxième acte, et qui est pour moi un peu la définition de ce que c'est que l'écriture, et l'écriture pour le théâtre en particulier. Il y a un moment dans l'histoire d'un auteur où l'œuvre prend le dessus sur l'homme. Son bonheur ou son malheur sont des péripéties. Sa vie n'est qu'une amarre fragile au tournoiement de son imagination, visible à tous comme les nuages dans le vent. Je me souviens d'une image d'Aladin dans les livres de mon enfance. Il est tout petit en bas de la page et il dégage une flamme immense qui s'élève au-dessus de lui depuis sa lampe. C'est ça l'inspiration. C'est une flamme qui se répand soudain et qui nous éclaire. Celui qui a mis le feu est brûlé lui-même, telle une allumette. Il ne compte plus. Je ne sais pas si mes écrits demeureront, mais je sais que mon corps disparaîtra, tandis que mes livres me survivront quelque part dans l'obscurité d'une bibliothèque. Alors évidemment que l'écriture, c'est la recherche de l'éternité, mais le théâtre aussi. Laurent Terzieff a dit des choses admirables là-dessus, c'est-à-dire que tant qu'il y aura de l'humanité, il y aura du théâtre. C'est la partie la plus noble de l'homme, celle qui s'immole comme ça d'une certaine manière. Surtout Laurent Terzieff qu'on a eu la chance de recevoir sur ce plateau, c'est le théâtre incarné. C'est magnifique. Oui. Et alors, cette forme d'expression, enfin d'art, je l'ai découverte tardivement. Moi, j'étais une jeune fille qui est née avec la Nouvelle Vague et qui pour moi, le théâtre, c'était carton-pâte, poussiéreux, tout ça. Et puis, j'appartenais au groupe de Jean Vilar. Je n'étais pas du tout à la Comédie Française, je n'étais pas du tout conservatoire, aussi pour des raisons politiques, parce que j'étais très à gauche et que je trouvais que tout ça, c'était vraiment bourgeois. Et bon, ça a changé maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. Et donc, nous étions vraiment avec Jean Vilar. Et là, mais le cinéma a tout de suite pris le dessus. C'était
tellement plus, ça m'avait l'air tellement plus juste, plus en prise avec la réalité. Puis n'oubliez pas que c'était 68. C'est que moi j'ai eu la chance d'avoir 20 ans 68, c'est-à-dire que j'ai vécu, je suis une des femmes qui a vu le monde changer. Car je déplore ceux qui, j'entends encore des gens qui disent 68, ça n'a pas compté, c'était un petit groupe d'étudiants qui se sont révoltés. Tout a changé en 68. La façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de se comporter dans la rue, la façon de parler à ses enfants, la façon de parler à ses professeurs. C'est une façon incroyable d'évolution. Mais vous faisiez quoi, vraiment, spécifiquement, en mai 68 ? Vous étiez où ? Alors moi, d'abord c'était le Festival de Cannes et nous nous sommes accrochés au rideau, nous avons empêché le début du Festival de Cannes. Il y avait avec moi Roman Polanski, Miloš Forman, qui y avait encore, je pense qu'il y avait Marine Karmitz, Jean-Luc Godard bien sûr, j'étais avec François Truffaut et on a été les quelques-uns qui ont empêché que le rideau s'ouvre pour le début du Festival de Cannes. Alors après, nous étions un peu bloqués là-bas parce qu'il n'y avait pas d'essence pour remonter à Paris. J'enrageais parce que moi je voulais aller avec tous mes camarades dans les grandes manifs. Finalement, j'ai fait de l'autostop, je suis remontée à Paris et j'ai été... Et j'oublierai, il y a un moment que j'oublierai jamais, c'était à Flins, quand nous avons gagné l'usine Renault, et c'était vraiment comme dans une image soviétique, il y avait d'un côté du pont les ouvriers, et de l'autre côté les étudiants et les intellectuels, j'étais avec Marguerite Duras et je ne sais plus qui d'autre, et on s'est serré les mains comme ça, on s'est embrassés, c'était enfin les ouvriers qui reconnaissaient la jeunesse et qui avaient décidé de nous soutenir. En fait, c'est très cinéma, hein. Tout à fait. En fait, ils ont fait ça pour leur intérêt, parce que c'est une façon aussi de nous phagocyter et de la phagocyté de mouvement. Enfin bon, peu importe, ça c'est après l'histoire, on comprend après. Mais ce sont des moments historiques et des moments qui... je veux dire, j'ai pour toujours une identité. Je sais que j'ai fait quelque chose dans ma vie. Ça a l'air idiot, mais... Et c'est ça. Ça et les quelques bons films que j'ai faits, qui sont là, qui sont inscrits, ils sont dans des cinémathèques. Bon, alors, si vous voulez, j'ai une espèce de paix que je crois que quand on n'a pas ça, on est tout le temps un peu en train de courir après. Après une identité. C'est ce dont vous êtes le plus fier, parmi quelques films, quelques pièces de théâtre, quelques livres, mai 68. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont loupé le coche, vous savez. Des gens qui n'y étaient pas. Il y a des gens qui sont restés chez eux ou qui n'étaient pas concernés. Au contraire, qui ont regardé de leur fenêtre en nous jugeant et en comprenant pas que c'était l'histoire qui passait. Donc, non, je crois que cet instinct de l'histoire et cet instinct aussi de l'action, on peut être fier de l'avoir vu, oui. Et aujourd'hui, tous ceux qu'on fait mai 68, ils sont décorés de la Légion d'honneur. Voilà, vous avez vu ça. On la voit pas beaucoup rouge sur rouge, hein, Macha Merrill, votre Légion d'honneur, mais elle est là quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, 40 ans après, vous avez plusieurs décorations. J'en parle jamais des décorations dans cette émission, mais là j'ai envie d'en parler parce que d'abord elle est là, puis en même temps elle est discrète, mais elle est là quand même. Je veux savoir ce que ça représentait pour vous, la Légion d'honneur, et puis les autres que vous avez pu avoir aussi. Alors écoutez, dans mon cas, c'est un peu particulier. Je tiens à cette décoration et aux autres que j'ai eues, Arts et Lettres et quelques-unes. C'est parce que je suis une fille d'émigrés et que je suis fière qu'à la première génération, mes parents qui ont choisi la France, qui aimaient la France, que leurs enfants soient déjà des individus reconnus et, comment dire, remercier. C'est tout. Si c'était pas ça, moi je suis pas du tout friand de... C'est quoi? C'est un hommage à vos parents finalement, il y a une intégration réussie? C'est une façon de leur dire merci et bravo et voilà, on a mission accomplie. Il y a une autre médaille dont vous êtes peut-être encore plus fière, qui n'est pas la Légion d'honneur. Non, mais j'aimerais qu'on en parle, parce qu'elle est drôle quand on en parle comme ça, mais en fait, elle est très très difficile à avoir. Il s'agit du mérite agricole. Alors là, j'ai un véritable mérite agricole, parce que c'est un livre que j'ai écrit, un livre de cuisine sur les haricots. Et alors, j'avais écrit grand bien des haricots Tarbais, je l'en pense toujours, parce qu'ils ont la peau très fine, vous savez. Et donc, ce sont des haricots qui sont AOC et qui... sont un délice véritable et qui doivent être vendus un peu plus cher, donc ils ont du mal, comme tout ce qui est un peu plus raffiné. Et alors le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Jean Glavany, était
maire de Maubourguet, petit village où on fabrique du haricot tarbais. Donc ça l'a touché beaucoup que quelqu'un, une comédienne, écrive un livre de cuisine sur les haricots. Et que, il n'y a pas que les haricots, les lentilles, les pois chiches, les fèves, les pois cassés. Et je peux aussi être intarissable sur les légumes secs et surtout les protéines végétales, parce que c'est l'avenir. Hein. Mieux que la viande et mieux que tout ça. Alors pour revenir au mérite agricole, j'ai reçu ça en grande pompe et je peux vous dire qu'on n'est pas très nombreuses, ni femmes, ni comédiennes, à l'avoir eu. Mais c'est parce que quoi, ça relie à la terre, indépendamment du haricot, qui a été le truchement pour avoir cette médaille, mais ça vous relie quoi, à vos racines à la fois russes et de fête française, à la terre, ça vous relie à quoi? Les livres de cuisine, c'est formidable pour ça, parce que vous avez écrit 3, des livres de cuisine, c'est pas rien. C'est la somme de beaucoup de connaissances. Des connaissances de géologie, d'agriculture, de météorologie, d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a dans la cuisine la somme de beaucoup de données essentielles qui ont fait, qui font nos cultures. Donc, je pense que avoir reçu une récompense d'agriculture, pour moi, c'est comme si j'avais fait mon devoir. C'est comme si j'avais vraiment obéi à ma fonction de femme française. Maintenant, puisque je me sens très, très française et que je défends les valeurs françaises, et que ça, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Mais vous vous intéressez au débat sur l'identité nationale qui, en ce moment, fait la une de tous nos journaux. Oh là, ça vous énerve, pardon. Non, c'est pas ça. C'est nul, ce truc-là. Ça ne peut qu'engendrer des désordres. C'est-à-dire qu'il y ait besoin peut-être de reconnaître que la France n'est plus la France et que la France n'est plus ce qu'elle était autrefois. Franchement, est-ce qu'on avait besoin d'un débat pour ça? Laisser les pays, comme les gens, comme les individus, comme les plantes, comme les animaux, comme les amours, se développer. Tout ça, ça bouge, ça bouge. Mais est-ce qu'il y a besoin d'aller faire une étude, n'est-ce pas, et codifier, et donner des points peut-être, mais donner des notes? J'en sais rien, moi. Je trouve que tout ça est horriblement dangereux, un terrain glissant, et sur lequel le gouvernement ferait mieux de faire marche arrière. Voilà, c'était le petit point politique de l'émission. Je voudrais qu'on revienne à l'écriture. On a lu un extrait de Ricochet, votre première pièce de théâtre. J'imagine qu'il y en aura d'autres derrière. Maintenant que vous avez goûté à cette écriture-là et vous nous avez fait partager combien ça vous intéressait. Il y a également des romans, on y reviendra un petit peu plus tard. Je voudrais parler d'écriture de chansons aussi. Alors ça, c'est encore un autre exercice. Parce que vous écrivez des chansons, vous avez fait un album, Être une femme, c'est le bonheur. Macha chante Meryl. De quoi ça relève cette écriture de la chanson? D'où est né ce besoin? Alors, j'ai été votre consoeur pendant un certain temps. J'ai écrit des chroniques dans un journal qui s'appelait Côté Femmes. Et j'ai découvert les délices et les difficultés du format court. C'est-à-dire d'écrire court. Et je vous assure que c'est un exercice... La torture, vous voulez dire? C'est une torture, mais c'est en même temps... En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est épatant, parce que ça oblige à ce que les choses soient dites, mais avec un début, une fin et une construction, et surtout qu'il y ait une progression, que ce soit un petit film, une mini-histoire, dans un format court. Et qu'est-ce qui incarne le mieux ça, ce sont les chansons. Une grande chanson, c'est un chef-d'œuvre, ce sont des chefs-d'œuvre. C'est à la fois comme un grand film, ça résume un grand roman. C'est ça, une vraie grande chanson. Donc vous êtes passé de l'écriture d'articles à celle de chansons. C'est drôle, ce biais. Voilà. C'est drôle. Oui. Alors, il faut dire que j'ai un vieux copain musicien qui s'appelle Jean-Pierre Storac, qui a écrit des musiques de ce CD-là, ce Macha chante Meryl. Et qui me tanne depuis 20 ans pour que je chante. Parce que j'avais chanté dans un film que nous avions fait, dont il avait fait les musiques, qui était un film de Guy Gilles. J'ai chanté une chanson et bon, je chante juste, je n'ai pas une grande voix, je chante juste et je suis musicienne, j'aime bien la musique. Oui, après il y a l'émotion qu'on fait passer aussi, même si on n'a pas une grande voix. Mais en fait, de là à passer à... Alors, là où il m'a eu, c'est qu'il m'a dit « Et pourquoi tu n'écrirais pas les paroles ?» Ah, alors là,
soudain coup, j'ai compris qu'il y avait cette autre possibilité, c'est-à-dire de se mesurer justement avec le format court. De cette autre forme encore Oui. d'expression, où on peut peut-être dire en chanson des choses que vous ne dites pas dans vos livres, ou que vous n'avez Absolument. pas pu traduire en Absolument. rôle. Mais quand même, tout ça, c'est la même chose. Quand on me dit, mais vous en faites des choses, dites donc, vous écrivez, Pour vous, non, c'est un tout. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme chez le médecin, quand on vous donne une pommade, un cachet, un spray et un peu de gymnastique. Voilà, c'est la même chose. Je veux dire, ce sont les mêmes facettes, les facettes de la même source qui est le plaisir de donner, le plaisir. C'est drôle ces ponts que vous faites sans cesse entre l'art et la thérapie. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ah bon, j'ai parlé plusieurs fois. Bah oui. Oui, en tout cas c'est la deuxième. Moi je vous propose d'écouter une chanson, c'est vous qui l'avez choisie. Maman, rien n'est fini, puis on parlera de cette chanson. On va en écouter un petit extrait si vous voulez bien. Merci. Tu n'es plus là pour m'entendre, mais je chante pour toi ce soir. Et je sais à quoi m'attendre, tu vas répondre dans le noir. Maman, rien n'est fini, tout est comme avant. Je suis petite et tu es maman, qui me critique tout en se marrant, qui me comprend tout en s'étonnant. Maman, C'est une chanson qui est quand même très personnelle et C'est-à-dire que c'est incroyable. Très émouvante. Hein, on a beau avoir l'âge que j'ai, on est toujours la fille de sa mère. Et on est, je crois, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, on est toujours étrangement redevable, relié à ce que nos parents ont fait, et surtout nos mères. Ma mère est une femme admirable, alors c'était en plus... je lui dois beaucoup, parce que je lui dois non seulement ma nature, elle était extrêmement drôle, elle était très cultivée, elle parlait 8 langues. Et puis c'était une femme qui a eu un destin incroyable, elle a quitté la Russie très aventureusement. Et elle a rencontré mon père qui était son cousin et elle a pu se marier en France. Ils ont reconstitué une espèce de petite Russie de nouveau avec... Mais bon... C'est des gens qui ont tout perdu et qui ont vu le reste de leur famille massacrée, déportée, tout ça. Et elle n'avait jamais de mauvaise humeur. Elle n'en a pas voulu, si vous voulez, au monde de ce destin terrible. C'est admirable quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Et elle nous a enseigné un amour de la vie, un amour du présent, des choses qui se passent. Alors ça, c'est ça que je lui dois. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis née au Maroc, parce que mes parents à Rabat. Mon père avait eu un job dans un jardin d'essai, il était pomologue, il s'occupait d'arbres fruitiers. Et quand il est décédé, ça a été le grand drame, évidemment, de la vie de ma mère. Vous étiez encore assez jeune, en plus. J'étais toute petite, moi j'avais 4 ans, et mes sœurs avaient 12 et 13 ans. Et elle a décidé de revenir à Paris parce qu'elle pensait que ces petites filles ne pourraient pas être des provinciales. Donc, hop, Paris. On n'avait pas un sou. On a vécu dans une misère épouvantable, mais Paris. Et ça a fait de moi la jeune femme que je suis devenue par la suite. C'est-à-dire que je n'aurais jamais vécu tout ce que je vous ai dit, 68 et tout ça, et Jean Vilar, et si elle n'avait pas eu ce panache. Alors ça, peut-être femme russe, justement. Femme qui a une vision de l'existence un peu plus grande que ses propres moyens. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, les gens qui voient plus large que leur estomac. Mais alors, vous passez de 4 ans à 20 ans. Ça a été quoi les années entre les deux, comment on se construit sans son papa et comment on vit dans cette misère dont vous parliez à Paris, comment vous avez fait pendant toutes ces années-là et quel genre de petite fille vous étiez au milieu de tout ça? L'humour. Encore, décidément. L'amour et la foi. En ce qui concerne ma mère, pas moi, puisque moi j'ai très vite découvert le marxisme. J'étais une jeune fille marxiste et d'ailleurs elle était très intriguée par mes prise de position, on va dire, qui n'était pas très compatible avec la foi orthodoxe, absolument. en tout cas. Ouais. Et puis d'ailleurs,
c'était surtout que, quand même venant d'un monde qui avait rejeté le communisme et qui voulait rejeter le communisme, c'était bizarre. Elle l'a bien pris quand même. Mais très très bien, mieux que ça, elle a très bien compris d'ailleurs. Elle était très curieuse de ma façon de penser. Mais elle a compris aussi que j'étais probablement une émanation de son sacrifice, de sa souffrance, que c'est à cause de tout ça que j'étais devenue plus intelligente. Et elle me disait, oui, tu comprends, tu penses des choses que je ne comprends pas et que je ne pourrais pas comprendre. Et ça, c'était sa force aussi, c'est ça ne l'affectait pas. Elle n'était pas humiliée du fait qu'elle voyait que forcément je vivrais des choses différentes d'elle. Mais en même temps, alors ce lien ineffable, c'est que je crois que toute sa vie, on réalise les choses que nos parents n'ont pas pu réaliser. On est là pour finalement venger, rembourser, restituer des positions. C'est ça qui est extraordinaire. Quoi qu'on fasse, on est le fils de quelqu'un et la fille de quelqu'un. Vous nous avez apporté un très bel objet, j'aimerais qu'on le montre aux téléspectateurs, si vous voulez bien, Macha Merrill. Alors vous nous dites, moi, je suis orthodoxe de tradition, mais la foi aujourd'hui, voilà, c'est très bien. C'est une icône. Alors, c'est une petite icône qui appartenait à ma mère, justement, et qu'elle a sauvée. On se demande comment, vous savez, parce que quand elle a quitté la Russie très aventureusement, elle a dû le coudre dans la jupe de son costume ukrainien qu'elle portait, parce qu'elle est partie à la nage à travers le Dniestre. Le reste de sa famille est resté de l'autre côté. C'est une petite nativité du 19e, très jolie. Avec l'enfant Jésus dans les bras de sa maman. Vous savez que chez nous, les icônes sont des objets saints. C'est-à-dire que ce ne sont pas des images seulement. C'est pour ça que vous voyez tous les orthodoxes se prosterner devant les icônes, les fleurir, les entourer de bougies, parce que chaque icône est bénie. Donc elles représentent des objets de culte. Elles ne sont pas que des images. Et dans les églises, l'iconostase, n'est-ce pas, constitue l'église même. Alors, elles ont une valeur différente. Alors, celles-ci sont ce qu'on appelle des petites icônes de voyage qu'on peut prendre avec soi. Comme déjà un bon petit format, quand même, voilà, un format carte postale, c'est un bel objet. Mais qu'est-ce qui représente, au-delà du fait qu'il appartenait à votre maman, par rapport à votre rapport à la foi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu réinterrogé sur cette foi reçue en héritage? Écoutez, moi, je n'ai de vraie grande gratitude à la foi et que son lien avec l'art. C'est que je pense que c'est grâce au christianisme que nous avons les magnifiques œuvres de Léonard de Vinci et de Michel-Ange, et y compris toutes ces icônes qui sont anonymes. Comme vous savez, les icônes ne sont jamais signées. C'est vrai. Mais toute la musique sacrée aussi. Voilà. C'est-à-dire que je continue à penser que c'est toujours la sublimation, la transgression qui amène les êtres humains à être au meilleur d'eux-mêmes. Et à donner le meilleur. Et donc, bravo la naissance du Christ. D'ailleurs, c'est le baptême du Christ aussi aujourd'hui. C'est la fête du baptême du Christ. Justement, ça fait 2 fois que vous dites que c'est Noël pour les orthodoxes. Là, c'est le baptême du Christ. Ça garde une importance quand même, parce qu'il va y avoir une fête de famille, où il y a peut-être déjà eu une fête de famille. Oui, parce que pourquoi ça a été toute l'enfance de ma mère, et ça a été quelque chose qui a construit mon histoire. Je ne veux pas renier une partie de mon histoire. Maintenant que moi, je ne sois pas croyante, c'est une autre question. D'autres lumières me sont venues qui font que je ne peux pas être aussi croyante. Mais ça fait partie de ma vie, oui, de moi. Vous revendiquez vos origines russes, on l'a entendu dans cette émission. Quand on fait, il y a ce très joli disque, c'est Les Malheurs de Sophie, d'après la comtesse de Ségur, donc qui sont contés par vous. C'est pas anodin si on vous a choisi vous. Bien sûr, parce que d'abord, il fallait quelqu'un qui puisse dire quelques mots de russe au début, puisque la comtesse de Ségur, née Rostopchine, a commencé sa vie en Russie, puis elle a épousé
marquis de Ségur et elle a vécu en France. Elle a fait sa vie en France, bien sûr. Oui. Mais elle a beaucoup souffert d'ailleurs. Elle était très. Mais ça ressemble un petit peu à l'histoire de ma mère, justement. Mais je pense que l'écriture de la comtesse de Ségur est extraordinairement moderne. C'est d'une cruauté, c'est comme Harry Potter, hein, c'est aussi terrible, aussi violent que Harry Potter. Et c'est ça que j'aime bien. Et en même temps, c'est quand même la suite du siècle des Lumières appliquée aux enfants. C'est le siècle des Lumières pour les enfants. C'est-à-dire un peu de moralisme et en même temps de prise de conscience de l'humain, des défauts des enfants, et que les enfants ne sont pas des saints et qu'on n'est pas obligé de les aimer à tout prix, n'importe comment. Il faut qu'eux aussi fassent des efforts. Voilà, j'aime bien ça. En tout cas, moi. Ça fonctionne toujours autant oui. Chez nos enfants aujourd'hui. Ah oui. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'audio, et c'est une chose qui m'a frappée, c'est que les enfants sont fascinés, ils écoutent. Hein. C'est même presque mieux que la télé. C'est-à-dire que ça fait marcher leur imaginaire. Je vous le confirme, hein, moi j'ai beaucoup de disques audio pour ma fille notamment, et effectivement... ça fait fonctionner l'imaginaire bien plus. Donc je suis vraiment satisfaite d'avoir fait ça. Il y a tout un travail de la voix. On ne parle jamais beaucoup de la voix, je trouve, chez les comédiens, chez les comédiennes, parce que vous faites des métiers d'image. Mais la voix, je trouve que la vôtre notamment est assez facile à identifier. En tout cas, moi je trouve. Vous travaillez énormément, vous, sur la voix. Alors j'ai travaillé. Il y a une on époque parle de disques, on parle de disques parlés. Eh bien, c'est un travail qui m'a servi pour toujours. J'ai fait ça une fois avec une grande professeure de chant qui s'appelle Nicole Fallien, et que je remercie. Merci Nicole, parce que c'est vraiment elle qui m'a placé la voix. La première pièce de théâtre que j'ai faite, c'était il y a assez longtemps, c'était L'éloignement, que je jouais avec Pierre Arditi, et je me suis très vite enrouée. Et on m'a confiée à cette femme, que j'ai revue beaucoup de fois au cours de ma vie, et je pense que c'est un instrument de base, mais une force extraordinaire, la voix. Si on a la voix placée, on a aussi les pensées en place. Je vous assure que si on prononce bien les choses, j'essaye de dire ça aux jeunes comédiens pour leur expliquer qu'il faut articuler et comment est-ce qu'il faut phraser les choses. Parce que c'est une façon de penser. La voix, c'est la pensée. Et quand on vous entend, quand on reconnaît les mots et qu'on comprend ce que vous dites, ça veut dire que vous pensez juste. Voilà. Je voudrais qu'on revienne à la littérature. J'avais dit qu'on reparlerait de vos livres, ni de théâtre, ni de cuisine, mais vraiment des livres d'écriture. Je voudrais parler d'un livre autobiographique que j'ai dû lire, moi, il y a peut-être bien 1 an et demi, 2 ans maintenant. Un jour, je suis morte. Oui. Qui est un livre qui est très poignant, qui est très dur, hein. Moi je trouve en tout cas, qui parle de votre... Est-ce qu'on peut dire petite mort? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Oui, c'est le monde. La stérilité, c'est pas un mot bien. C'est pas un mot très joli, mais en tout cas, il y a. Mais en fait, l'infécondité est une chose qui affecte beaucoup d'hommes et de femmes. Et qui modifie complètement l'existence. C'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes êtres que ceux qui ont des enfants. Un jour, une femme découvre, en l'occurrence vous, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants, comme à peu près toutes les femmes peuvent en avoir notamment, et qu'elle ne pourra pas se réaliser sur ce plan-là, alors que c'était un désir. Alors je comprends, il y a des femmes qui n'en veulent pas, hein, qui n'ont pas, ça me paraît très mystérieux, mais enfin je peux comprendre, il y a des femmes qui vous comprenez, vous respectez en tout cas. Je respecte, qui n'aspirent pas à la maternité. Moi, c'était pas mon cas, moi j'aurais vraiment souhaité avoir des enfants, enfin au moins un, puis faire l'expérience de la maternité, voir mon corps se transformer, c'est tout ça dont j'ai été privée. Et je pense que c'est très difficile de se remettre de cette exclusion. C'est une réelle exclusion. On n'appartient pas au monde normal. C'est-à-dire que je vois que le monde entier est construit autour de la famille, des enfants. Les voitures sont faites pour les enfants, le mobilier, tout est fait pour qu'il y ait plusieurs personnes, un groupe familial qui vivent dans une maison. Et quand on ne participe pas de ce mouvement-là, eh bien, il faut trouver... Heureusement que je suis une artiste. Et heureusement que maintenant, depuis pas longtemps, je suis
à peu près convaincue d'être une artiste. Mais vous voulez dire que vous avez pu exprimer votre créativité, votre fécondité, Voilà. il faut la réinvestir. Il faut qu'elle ailleurs. s'exprime quelque part. Ouais. Et il faut avoir un sens à sa vie. Il faut se dire à quoi je sers sur cette terre. Et pour être là que pour boire et manger et consommer et faire du CO2, c'est pas tellement formidable. Mais ça reste douloureux quand, par exemple, vous avez enregistré la voix sur les malheurs de Sophie, donc ce CD audio sur les malheurs de Sophie. Est-ce que, par exemple, vous avez passé toutes ces heures d'enregistrement en studio à raconter une histoire à des enfants que vous n'avez pas eus? Enfin, est-ce qu'il y a encore une douleur présente à ce niveau-là? Ça revient de temps en temps. Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Parce que quand on vous voit jouer dans la pièce Le Voyage de Victor que vous jouez avec Guy Bedos au Théâtre de la Madeleine, à un moment enfin, je crois que je trahis rien, mais à un moment dans la pièce, cette femme nous apprend qu'elle a perdu un fils de 20 ans qui s'appelait Antoine. A priori accidentellement, on ne sait pas trop. Mais quand on sait votre histoire personnelle, j'ai l'impression qu'il y a des pointes, quand vous jouez, des accents de vérité, non pas liés au jeu de comédienne, mais des accents de vérité liés à la vraie vie. Alors vous savez, quoi. ça c'est... Mais alors est-ce que c'est vrai, C'est la pas vrai? question du transfert des émotions. C'est évident que quand je dois jouer quelque chose qui doit être émouvant pour le spectateur, je vais piocher dans ce qui est émouvant pour moi. C'est l'acteur studio, ça c'est la méthode de l'acteur studio que vous avez suivie. Exactement. Donc ça n'est pas... bien entendu que je n'y pense pas d'une façon directe, mais c'est dans ce réservoir-là que je vais chercher. C'est le côté thérapeutique dont on parlait encore tout à l'heure. Voyez, on y revient tout le temps avec vous, Macha Merrill. Parce que, est-ce que la vie n'est-elle pas d'essayer de mieux vivre, de tout le temps mieux vivre, de tout le temps améliorer quelque chose? Et je crois que c'est ça, bien vieillir aussi. Moi, je pense que ma vie aujourd'hui est bien plus intéressante et bien meilleure que celle que j'avais quand j'avais 30 ans. Parce que j'espère ne pas avoir loupé les étapes qui font qu'on jette des choses, on supprime des choses, on en exalte d'autres. Vous avez des regrets quand même, des choses que vous avez ratées, que vous avez, voilà, à côté desquelles vous êtes passé, ou des gens à côté desquels vous êtes passé. Tout n'est pas rose bonbon dans la vie de Macha Merrill. Non, non, sûrement pas, mais j'en ai fait quelque chose. Voilà, de toutes mes des ratages, les impuissances, les incapacités, j'ai fait quelque chose. J'ai fait mon art, ce que je suis en train... Et plus ça va, plus maintenant, d'ailleurs, faut que je me dépêche, hein, parce que je pense que le compte à rebours, il y a un compte à rebours, malheureusement. C'est pour ça que je déteste cette campagne contre la fourrure qu'on voit en ce moment qui dit « Vous portez la mort ». Vous avez vu ces affiches? Non, je n'ai pas vu, non. Ouais. Parce qu'on porte la mort sur soi. On est la mort. Le fait du moment où on est, de toute façon... Chaque visage est le visage de quelqu'un qui va disparaître un jour. Donc, c'est complètement ridicule. On est sa propre mort. On est tout le temps en train de vivre sa propre mort. Et vous avez quel rapport, vous, puisque vous ne croyez pas en Dieu, et j'imagine que vous ne croyez pas donc non plus à une vie après, vous avez quel rapport à votre propre mort, à la vôtre? Eh bien, celle-là, celle qu'elle ne me surprenne pas avant que j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire laisser une petite trace. Et qu'est-ce que c'est pour moi l'art? C'est une proposition. C'est essayer de trouver des solutions pour les autres. Essayer pas des réponses absolues, parce que la réponse absolue, elle n'existe pas. Elle n'existe ni en politique, ni en foi, ni en art. Mais de faire des propositions. Mais quelle trace? Vous aimeriez qu'on dise quoi? Qu'on se souvienne de quoi à propos de Macha Merrill? Ben, j'aimerais qu'on se souvienne d'une phrase, comme on peut se souvenir d'une phrase de George Sand ou d'une phrase d'un trait d'humour peut-être alors, parce qu'on parle beaucoup d'humour aussi. Oui, d'une présence, vous savez, être quelqu'un qui donne envie de vivre, ça c'est pas mal. Moi, quelquefois, je sens ça autour de moi, je sens que ma façon de vieillir, parce que vous savez, j'ai 69 ans. Je vais, sur mes 70 ans, je vais fêter ça cette année, ça me trouble, parce que je ne pensais jamais y arriver à 70 ans. On croit que ça n'arrive pas. Sans vouloir vous flatter, vous n'en avez pas du tout le physique en plus. C'est gentil, donc, c'est gentil. Oui. Mais être encore désirable, encore une femme qui donne
envie de vieillir, envie d'y aller à ces étapes-là, à ces âges-là. Qui sont rassurantes pour les autres? Plus que rassurantes, enviables. Parce que je vous assure que c'est pas mal. Hein. Et en plus, la vieillesse, enfin, le vieillissement, on nous en a donné une image tout à fait contraire à ce qu'elle est. Moi, je fais des découvertes incroyables. Ça n'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Comme par exemple, qu'est-ce que vous avez découvert depuis que... La sagesse. Mais c'est une connerie noire, ça. Parce qu'on n'est pas sage, on est de moins en moins sage. On est au contraire plus libre, plus fou. On va faire des choses plus audacieuses. Alors c'est ça. Moi, je me dis, dans ce petit compte à rebours, je reviens, c'est qu'il faut absolument que je sois de moins en moins sage. De plus en plus libre aussi, de plus en plus c'est ça? Et que j'essaie de... J'ose, que tous ces freins innombrables que sont l'éducation, la peur Le regard des autres. Le regard des autres, la peur de manquer, la peur de sombrer. Qu'est-ce que vous aimeriez oser prochainement? Ça sera quand même dans ce domaine-là, ça sera l'écriture, ça sera le spectacle, ça sera quelque chose. Mais oser des choses peut-être justement, peut-être qui ne plaisent pas, peut-être même qui ne soient pas prendre le risque populaires. de déplaire. Pour Prendre un artiste, le risque de déplaire. c'est peut-être là que commence le métier d'artiste. Alors. Comme vous dites. Donc c'est aussi probablement une sorte d'obligation. On y est conduit, si on n'y va pas, ça veut dire qu'on est passé à côté de cette fonction. Moi, en tout cas, je suis très heureuse, j'en bafouille, de n'être pas passée à côté de vous, Masha Merrill. On a eu l'occasion de vous découvrir un peu plus profondément dans cette émission. Merci de vous y être investi, de nous avoir amené tout un tas de petites choses qui nous a appris à mieux vous connaître. On vous souhaite quoi pour l'année 2010 là, qui démarre? Amour, santé, un peu de pognon et audace. Et beaucoup d'humour pour continuer aussi. Ça va avec. Je vous remercie infiniment. Merci et bonne continuation. Au revoir.